Bonsoir à tout le monde et bienvenue à l'Institut. Bonsoir à tout le monde sur Internet. Donc, ce soir, nous avons le plaisir, la joie, l'honneur de recevoir le vénérable Michael Losang Yeshe. L'objet de cette soirée, c'est qu'il vous raconte un petit peu sa vie et partager des moments de sa vie. Donc, je ne vais pas le présenter trop longuement. Mais je l'ai rencontré à l'occasion de l'anniversaire de sa sainteté, au début de ce mois. Et Geshe Loden m'a dit, à l'anniversaire de sa sainteté, il va y avoir un ami très proche de moi qui va venir. Et il a attiré mon attention sur le vénérable Losang Yeshe. Et on a fait connaissance, et puis en discutant, j'ai pu voir que le vénérable Losang Yeshe avait une histoire vraiment particulière, très liée. Il est très lié à notre Geshe pour différentes raisons, mais aussi à l'histoire de la FPMT, du monastère de Kopan et de tout ce qui fait l'histoire de l'Institut. Donc je me suis dit, c'est peut-être une bonne occasion pour nous d'entendre un petit peu de ces moments de sa vie. Et je pense que ça sera très inspirant et ça fera du bien d'entendre ça et d'être tous ensemble. Donc, bienvenue au vénérable Michael Losang Yeshe. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ces souvenirs. Et bonne soirée à tout le monde. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, c'est bien. So to save, sorry, I forgot about that. Yes, to save time, we have no formality. Pour garder du temps, préserver du temps, on n'a pas besoin de faire des formalités. Also, because it's like a public talk, you know. Et aussi, c'est juste un enseignement général, une discussion. So I didn't even imagine that I'll be speaking here at all. You know, I didn't have any idea. I didn't have any plan. J'aurais jamais imaginé que j'aurais été là, ici, à dire quelque chose. But so I was invited by lunch by Geshe Loden, who is an old friend from Sarah. Yeah. Et j'ai été invitée à midi par Geshe Loden, qui est un vieil ami de Sarah. And Nicola happened to be there too. Et Nicolas était là aussi. So Nicola asked, "Can you give a talk about maybe your life or something?" I said, "Why talk about my life? It just would be boring." Et il m'a dit, oh, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ta vie? Et je dis, pourquoi est-ce que je parlerais de ma vie? C'est un peu ennuyant. Ça servira à quoi d'en parler? So then, of course, I just checked with Geshe-la. I said, Geshe-la, Nicola's saying I need to, if I can give a talk. Not necessary, is it? And he said, Geshe-la said, no, it'll be good. So I was trapped. I had nowhere out. À ce moment-là, j'ai demandé à Geshe-la qu'est-ce qu'il en pensait. Et Geshe-la a dit, oh non, ce serait bien, ce serait plutôt une bonne idée. Et du coup, à ce moment-là, je me retrouvais un petit peu coincée. Du coup, voilà. So I still think, it's my life. For me, it's boring because I hear it so many times. Donc, je pense toujours, et du fait que j'entends parler de ma vie tellement de façon répétitive, donc je pense toujours que c'est ennuyeux. But it could be interesting, just maybe a little bit unique, although it's not unique for me because I grew up as a young kid in a monastery, but there were so many other young kids. For me, it just seemed normal. Yeah? But as a Western person with Western parents, maybe in the West, it might seem a little bit, unique or strange or unusual. Maybe we could say not unique, but unusual. Alors, pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que ça a été mon expérience et d'avoir grandi dans un monastère. Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent dans des monastères, mais d'un point de vue en étant occidental, en fait, c'est assez rare. Donc, pas peut-être rare, mais assez, particulier, assez original, inhabituel. Well, before I speak about myself and get carried away about my story, donc avant de m'emporter et de parler de mon histoire, I'd like to just, as a reminder to all of ourselves, want to just mention that,
how fortunate we are in having such great, incredible teachers. Et juste comme pour se rappeler, pour se remémorer de cette pensée que nous avons vraiment des maîtres vraiment extraordinaires, incroyables. I'm sure many of you would have had connection either directly or indirectly through, reading or through videos or like that with His Holiness Dalai Lama. I'm sure, all of you have had. Je suis certain que nombre d'entre vous ont eu des connexions, donc que ce soit par le biais d'Internet ou vraiment être à des enseignements avec Sa Sainteté le Dalai Lama. Some of you also might have had connection with Kyabshe Lama Sopa Rinpoche. Peut-être certains d'entre vous ont des liens, une connexion avec Lama Sopa Rinpoche. Some of you, of course, older students here would have had connection with Geshe Tengela, an incredible, great master, great teacher, great practitioner. Et nombre d'entre vous sont d'avoir eu une connexion avec Geshe Tengela, qui est vraiment un maître extraordinaire, très très précieux. But for sure, all of you, I'm sure, no doubt, have had at least connection with Geshe Londena, who's here now. Et là, je suis with vraiment, you every day. je suis sûre vraiment à 100% que vous avez tous eu une connexion, vous avez une connexion avec Geshe Loden. Qui est là et qui enseigne. And I'm not going to say this just because I knew him from Sarah or because he was my friend in Sarah. That's just a conventional level. But I can say that I definitely know and seen his practice that he did in Sarah. His retreats and all of that, and how he lived his life. I have some understanding. So based on that, I can definitely say you're really fortunate in having a good, great teacher. Et donc je vous dis ça à propos de Geshe Loden, donc pas juste parce qu'on est des bons amis de Serra, donc mis à part cela, je l'ai vu à Serra, je l'ai vu faire ses pratiques, ses retraites, etc. Et je vois vraiment que c'est quelqu'un, un maître. Vous avez beaucoup de chance et beaucoup de fortune d'avoir un tel maître ici présent. And then you have Venerable Michelle here as well. Michelle, no? Recently, I heard about him, but no, I don't really know him. So others have met him. Peut-être, Michelle, yeah. So a great practitioner as well, great Nyungne practitioner of all others. Charles. Yeah. Et aussi, bien sûr, vous connaissez tous Charles, un grand pratiquant des Nyungne. Yeah, and so the point is that we have these great examples, of great masters, and the reason why I think it's important for us to just acknowledge that and remember that is because they're very precious, but also, I think one of the failings as ordinary beings, one of the failings we have is taking things for granted and not really recognizing the preciousness. And that's why I think in the teachings, and for example, in almost every teaching, the traditional Tibetan teaching, two things are emphasized in the beginning: the preciousness of the teacher, but preciousness of our human life. Yeah? And this is something because it's not easy to recognize. Even our own life, which we have, being so precious, sometimes we don't recognize that. Alors le but où je vous amène en fait à réfléchir à ces différentes choses-là, c'est de se rendre compte de la chance qu'on a, de la fortune que l'on a, des différents pratiquants authentiques qui se trouvent autour de nous, de ces grands maîtres. Et en plus de cela, c'est souvent présenté dans les enseignements bouddhistes de contempler et de se rendre compte de l'aspect précieux des enseignants. Et ensuite, la seconde chose qui est amenée à être contemplée au début des enseignements, ça va être l'aspect précieux de notre vie. Et le but de faire ça, c'est parce que nous avons tendance à oublier et à prendre pour acquis des choses qui sont autour de nous et nous ne nous rendons pas vraiment compte de leur aspect précieux. Et c'est pas si facile de se rappeler, de se rendre compte vraiment de ce que l'on a devant nous. A very practical way to acknowledge the preciousness of how precious our teachers are is that if we do have felt something and we've been inspired by our teachers, then they exist because of their teachers. Yeah. So that is how it passed on, the preciousness passing down in a lineage, and then when we receive the inspiration from our teachers and we try to put in practice whatever we can,
it develops our unique preciousness as well. So that's, I think, a good practical way to acknowledge. Et une façon assez terre-à-terre et pratique de reconnaître cet aspect précieux et cette fortune dont on dispose, cette chance dont on a, c'est que si on a reçu des enseignements par nos maîtres et qu'on a été inspiré à un moment donné, le fait qu'ils nous ont transmis, qu'ils nous ont permis de générer cette inspiration, c'est le fait que cet aspect précieux en fait a été transmis à notre maître, et cet aspect précieux vient de son maître précédent qui a été en fait transmis de façon par la lignée en fait. Et si nous avons été touchés dans ce sens-là et on a été inspirés, alors c'est à nous en fait, ça va nous amener à aller mettre ce qu'on comprend de ces enseignements en pratique et aussi de développer cet aspect précieux qui est en nous. And so, for me, the fact that I'm here, even wearing these sort of colored robes, and that I'm still alive and here and trying to even say a few words, all of this, for me, no doubt, comes from the inspiration from my teachers. There's nothing else I can say besides that, really, you know. Et le fait que je me retrouve ici, assis ici, avec ces robes, à dire ces quelques mots, il n'y a aucun doute pour moi que ça vient seulement en fait du fait que j'ai été inspirée par mes maîtres et de l'inspiration qui est venue grâce à eux. So, well, then what is my life? What has my life been so far? This is just an appearance, you know, like, yeah, you see a monk, okay, but then, of course, each one have their own, every one of us have so much behind in our life story and back, so I'll share just a bit, you know. Donc, je vais partager avec vous un petit peu. Donc, devant vous, vous voyez ces robes, donc ça, c'est une chose, mais après, chacun d'entre nous, on a toutes nos histoires, et je vais partager quelques parties de la mienne. So of course, and maybe the first question people might have is, what is the origin? You know, where is actually where you're from? You know, so the origin would be like from ethnic background, a Greek father, Belgian mother. That's my ethnic background. Donc, la question première en fait qui viendrait peut-être à l'esprit, ce serait donc d'où je viens, et finalement donc mon père est, pardon, your mother's Greek. My father's Greek. Your father's Greek. Donc mon père est grec et ma mère belge. And then apparently, as my mother tells me, that after I have an older sister, she's 5 years older. After she was born, then for a few years, my father and mother were happy together. Then started some problems, and then she said that then the conflict became quite big, that she actually had to leave, you know, for some time. You know? But then when she left, on the way she left Greece, and then she was on the way to England, and then she felt that yes, she's definitely pregnant, but she hadn't told my father yet. Alors, j'ai une sœur qui a 5 ans de plus que moi, et avant, mon père et ma mère vivaient ensemble, et ça allait, et puis petit à petit, au fil du temps, il y a eu des petites difficultés, puis des plus grosses difficultés, et à un moment donné, dont ma mère ne pouvait plus rester, enfin, ils ne pouvaient plus rester ensemble. Du coup, ma mère a quitté la Grèce, et elle allait vers l'Angleterre, et lorsqu'elle était en voyage, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, et à ce moment-là, quand elle s'est rendue compte de cela, mon père n'était pas au courant. So my mother was already having a lot of pressure, being alone, you know, separating from her father, you know, so much going on, and she had no home to go to. She was she was raised in America, so she had no home in Europe. So naturally, she felt, I cannot have another child, and she said the thought came that as soon as she reaches England, she's going to have an abortion. You know? Et dont ma mère était sous l'emprise, où elle faisait expérience de beaucoup de pression parce qu'elle était toute seule, et elle n'avait aucune famille qui était ici en Europe. Elle avait grandi aux États-Unis, donc elle était vraiment toute seule. Elle avait beaucoup de pression et elle se disait c'est pas possible, je peux pas avoir un autre enfant. Du coup, elle se disait bon, quand j'arrive en Angleterre, je vais avorter. So under the circumstances, it would have been understandable. So much pressure. No one to support her, completely alone in a foreign country. It would have been understandable, yeah. But then somehow, on the way, before she reached England, one of the first stories she told me is that she called the doctor already, and the doctor said, no problem, sure, you can come tomorrow or day after tomorrow. Then suddenly she felt, oh, but this is my child after all. I need to. I don't want someone just to take it away. Suddenly she starts feeling, you know. So
this is maybe to relay the kindness of my mother. She kept me. So for me to be here today is also to the kindness of my mother. Alors, donc, elle était en route et on peut vraiment comprendre cette pensée, sa décision finalement, parce que la pression dont on faisait l'expérience, elle était toute seule, elle n'avait aucun réseau de soutien, elle était vraiment toute seule. Donc, la décision qu'elle aurait pu prendre était vraiment, on peut vraiment comprendre sa situation. Et finalement, quand elle est arrivée à Londres, elle a contacté le docteur et il a dit oui, pas de souci, vous pouvez venir demain, il y a pas de problème. Et à ce moment-là, quand elle s'est dit en fait finalement non, en fait c'est mon enfant et je veux pas qu'on s'en débarrasse comme ça, je veux le garder. Et je vous raconte cette histoire pour vous, peut-être pour que je me rappelle et pour reconnaître en fait la bonté de ma mère, parce que sans la bonté de ma mère, je ne serais pas là maintenant. So, I was born in 1966 in London. Then, although my mother had some connection, some relatives in Belgium, she didn't have strong connection or anything like that. So she actually then went to Holland. So my first memory, if I did have any memory of childhood, it would have been in Holland, where I have some sort of maybe memory, or I don't know if it's made up, but in going on a bicycle in front of my mother and putting in a basket and riding. So I would have been maybe 3 or 4 at that time. I think I have some memory, I'm not sure. Donc je suis née à Londres en 1966 et ma mère avait quelques de la famille un peu éloignée en Belgique, mais elle n'était pas vraiment très proche d'eux. Du coup, finalement, mes souvenirs les plus tôt ou d'enfance que j'ai, c'est, je crois qu'on était en Hollande. Finalement, on est allé en Hollande et j'étais à vélo. Were you riding a bicycle? Or My mother was riding a bicycle and she would put me in a basket in the front. Right. You know? Yeah. Alors ma mère était à vélo et elle m'avait posé dans le panier devant. Donc c'est une mémoire qui me reste. Anyway, it's like a memory I thought I had. You know, it's like when I was growing up, I used to tell people I remember being in a basket on a bicycle. So maybe it was some memory at that time. Ouais. But anyway, then. Of course, we don't have time to expand my story too much, but growing up, and so until maybe around 4 or something, my mom met a Dutch guy. They were together, and he had a Land Rover, and they both decided it was the 60s, a hippie time, so let's go to Asia. And my mother had always wanted to go to Asia. She'd always had that strong wish to go to Asia. This was a perfect opportunity. What do we do with the baby? I was about 4, 3.5, 4. We have to take him. We can't leave him anywhere. So we start the road trip from Holland all the way to Amsterdam to Turkey, Afghanistan, Pakistan, and India, and then finally ending up in Nepal. I think it took, 2 months or something. Yeah. Alors quand j'étais en Hollande, au fil du temps, ma mère a rencontré un Hollandais. J'avais peut-être 3 ans et demi, 4 ans, quelque chose comme ça, et il a acheté un grand 4x4 Land Rover, et il se disait bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis c'était les années 60, du coup l'idée c'était d'aller d'aller en Asie, et ils ont décidé de faire ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enfant? On prend l'enfant avec nous, bien sûr. Et on est passé donc, on est allé jusqu'en Turquie, Afghanistan, Pakistan, Inde, et on a terminé au Népal. In Nepal, my mother met a woman that she had met in Greece, on an island. They were living in Greece together. There was an artist island called Idra, many artists there. My father was an artist. So through all of that acquaintance, she had met this woman. She met again in Nepal, and this woman was telling her, "Oh, it's nice to see you in Nepal. What a surprise here. Would you like to meet some lamas that I've just, come across? And they're very, interesting. Come and meet them." So my mother was taken along, me as a young baby, and the lamas happened to be Lama Ishi and Lama Zopa Rinpoche. Yeah. Donc quand nous sommes arrivés au Népal, ma mère a rencontré une femme qu'elle avait rencontrée en Grèce sur des îles grecques, une île qui s'appelle Indra. You said the island? Idra.
Donc c'est une île où il y avait de nombreux artistes qui vivaient là et mon père était aussi artiste à l'époque. Et du coup, cette dame était vraiment surprise de voir ma mère là. Elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et est-ce que ça te dirait finalement de rencontrer des lamas, des maîtres que j'ai rencontrés? Et elle était d'accord et elle m'a emmenée aussi. Et c'est la première fois que j'ai alors rencontré Lama Zopa et Lama Yeshe. And if any one of you have already read some part or reading or a little bit familiar with Lama Yeshe Lama Zopa's early life stories, that if you have anyone has access to the Big Love book, then you would have come across the name of this woman was called Zina Rachevsky. So that was the woman my mother had known before. Yeah. Et donc, si vous avez peut-être lu ou vous connaissez peut-être l'histoire de Lama Yeshe, Lama Zopa Rinpoche, cette dame que ma mère avait rencontrée en Grèce, elle s'appelait Zina. And so she, of course, was one of the first Western students of making contact with Lama Yeshe Lama Zopa. Yeah? Et c'était une des premières disciples et une des premières occidentales d'avoir eu ce contact avec Lama Yeshe et Lama Zopa. So my mother was happy to meet them, and then she heard that they're in the process of building a monastery for children who have either poor families or orphaned, and so they can come and study and also be monks. So they were in the process of establishing that, which was Kopan Monastery. Et ma mère a entendu parler d'un projet qui était de construire un monastère, une école, là où les enfants pauvres ou des orphelins pourraient venir étudier et devenir des moines. Et donc donc ce projet était en construction, ce monastère était en construction, et c'est alors ça, c'est le monastère de Kopan. So my mother's friend, the Dutch friend, he eventually decided to go back. My mother, she still wanted to be in Asia, wanted to have other interests, and so now this person who was called Mati, where I would have naturally thought maybe it's my dad, but he left. And then my mother couldn't go around traveling all the places she wanted, was interested in things she wanted to do with me, so she asked the lamas, would you take care of my son for a while? And I said, sure, yeah, if you want to leave him here, fine. So I was left with the lamas. At that time, we were not living in Kopan, but in this place called Boda, which is below. And they had there was a house owned by, or rented by another significant woman, which became a nun, called Mami Max. So she had a house there, and the lamas were staying there, and I was there also with some other kids. Et en fait, à ce moment-là, le compagnon de ma mère, lui, il voulait rentrer en Europe, mais ma mère voulait continuer à voyager en Asie. Donc lui, le compagnon est donc rentré en Europe, et ma mère voulait continuer à aller visiter différents endroits en Asie, mais elle se disait ça va être très difficile d'aller ici et là avec un enfant comme ça. Du coup, elle a demandé à Lama Zopa et Lama Yeshe s'ils voulaient bien garder son enfant, pardon. Et à ce moment-là, on n'était pas tout à fait à Kopan, on se retrouvait en dessous de Kopan. Ils étaient dans une maison à Boda, et cette maison appartenait à Mami Max, c'est aussi quelqu'un de très important dans l'histoire du monastère de Kopan. Et donc je suis restée là, dans cette maison, avec Lama Zopa, Lama Yeshe et d'autres enfants. So I remember quite clear then, I would have been maybe 5.5, 6 years old, and had some young other kids there. They were not monks yet, of course, just normal, wearing normal clothes. I was also wearing normal clothes with them playing, and the lamas were there. Lama Yeshe would come and go. They were building Kopan at that time, and there were some other lamas who took care of us. And I remember being suddenly in the first time in my childhood life, a little bit like a family feeling. Because, before that I was just traveling, one place, always moving. My mother sometimes there, sometimes not there. But now there was someone which was like some other kids. I remember being quite happy there, Et à ce moment-là, je devais avoir entre 5 ans et demi, 6 ans à peu près. Et donc j'habitais dans cette maison. Donc il y avait Lama Yeshe. Parfois il allait ici et là entre Kopan parce que Kopan était en construction. Mais jusqu'à présent, en fait, j'avais jamais vraiment eu cette sensation de famille, en fait, de stabilité, parce que j'étais toujours en train de voyager ici et là. Ma mère était là, parfois pas là.
Et donc j'avais vraiment eu je commence vraiment à ce moment-là, j'ai des souvenirs assez clairs et vraiment ce sentiment de famille. Il y avait d'autres enfants qui étaient là, etc. So, but then after, I'm not sure how long, after maybe 1 or 2 months, maybe 1 month, but as a child, you think it's a long time. My mother suddenly came. I just recognized she showed up in a taxi, and then I was playing outside, I remember, and she said, "Oh, come, we're come in the taxi, we're going." And I said, "But where?" And she said, "No, we're going. I'll tell you later." And I said, "Oh, but don't we have to tell Lama Yeshe Lama Zopa that we're going?" And she said, no, we don't have to tell anyone, just get in. And then the second one was, how about my toys? Or my few things I had. And she said, no, we just go. So it was like she was kidnapping me. She just took me away and then we left, just like that. Et 1 ou 2 mois plus tard, ma mère est revenue dans un taxi, elle m'a appelé, elle m'a dit viens, on y va. On s'en va. Et puis j'étais assez troublée et ma première question c'est mais est-ce qu'il ne faut pas prévenir Lama Yeshe et Lama Zopa à ce moment-là? Non, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit à personne, on y va. Et puis ma deuxième question c'était mais jouer? Non, on y va. Du coup c'était un peu comme si elle me kidnappait dans un sens et on est parti. So my mother, of course, had her reasons. She heard that some relatives had contacted the American embassy, said the American child was abandoned somewhere. So she thought if the American embassy get me, they will just put me in a foster home, send me back to America. That was her reasons, But in any case, she just felt she had to take me. Maybe she didn't want to leave me there forever. But anyway, we ended up in Delhi, even though she might have thoughts of going to America or something. She didn't have the money. She didn't really want to go. So we ended up in Delhi, staying in some sort of hostel. It was called the All India Radio Hostel. And I remember other Indian kids, and there was no structure in my life, no schooling. And I think I was very confused and unhappy. And I think I was starting to rebel against my mother. And I was only like 7 or something, but she was like sometimes even scared of me. She said, I came back quite angry. Donc finalement, ma mère avait ses raisons pour faire ça. En fait, elle avait entendu dire par certains des membres de notre famille que il y avait un enfant américain qui avait été abandonné et donc elle avait prévenu l'ambassade américaine et du coup elle s'est dit si eux ils prennent mon enfant, ça serait vraiment dramatique. Du coup, elle a voulu en fait me récupérer avant que toutes ces choses-là se mettent en route. Et finalement, on est arrivé jusqu'à Delhi et on restait dans un hostel, comment on dit hostel? Ouais, une guest house. Ouais. Hostel is like, the All India Radio, like staff of the All India Radio were living in it. So it's like subsidized government housing. Ok. Yeah. Donc c'est comment dire? Ouais, un foyer là où il y avait où il y avait toutes les personnes de All India Radio, donc une station radio indienne, j'imagine, où toutes les personnes vivaient étaient là-dedans. Il y avait beaucoup d'enfants. J'avais aucune structure. J'étudiais rien. J'allais pas à l'école. J'étais assez perdue. J'étais pas très heureux. J'avais 7 ans à ce moment-là et je me rebellais beaucoup envers ma mère. Et ma mère m'a dit que même je lui faisais un petit peu peur tellement j'étais en colère. The reason we got a room there was a Tibetan who was working for the All India Radio. That through connections with my mother, he was able to get us a place there. D'accord. So on a récupéré une place dans ce foyer parce qu'en fait il y avait un Tibétain qui travaillait pour cette station radio, donc qui fait que par cette connexion-là, on a atterri dans ce foyer-là. So there was no structure in my life, and I was running around with the Indian kids and getting in mischief, and becoming quite rebellious and naughty, and already at that age it was like becoming problematic in my, for me. Then shall I continue just a little longer? Yeah. Then after maybe 2 months or 3 months like that, I'm not sure how long exactly, Pandit Lama Zopa came to visit us and came to Delhi, and then he found where we stood and he came to visit us. And then at that time, apparently when I saw Lama Zopa, I immediately recognized him. I said to my mother, I want to go back with him. So for me, my mother, she felt, okay, now it's his choice.
Et à ce moment-là, j'avais aucune structure, je courais ici et là avec les autres enfants indiens, je me retrouvais dans différentes situations pas très bonnes, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Et ça a duré pendant 2-3 mois plus tard, il y a Lama Zopa qui est venu, il est venu à Delhi et ensuite il est venu dans ce foyer. Et dès que j'ai vu Lama Zopa, j'ai vraiment eu ce souhait de vouloir retourner. Et à ce moment-là, ma mère a dit « Ok, c'est vraiment ta décision, donc ok ». It's interesting how in life we often maybe look back in our time and think, what if that happened? What if this could have happened? And we always speculate like how things could have been different, you know? And for me, although I might share a bit about some of the challenges and difficulties of having been brought up in a monastery as well, it's no paradise, there are also difficulties. But I think I'm pretty sure that my life, knowing myself better than anyone else, I know that if I turned out to be quite problematic, I would have got into everything, drugs, you know, and all the things which I don't know if I would even have sort of survived, honestly, you know. So that's one part when I think about it. In fact, when my father came later to visit me, when I was 8 years old, I remember, he thought that if he took me away, I could become very problematic, you know, in life. I had that very energy of not stilling down, you know, like this very raw energy of wanting to try, wanting to do everything, you know. C'est intéressant, si on regarde notre passé, on se pose des questions, si ce serait passé ça, si j'aurais fait ça, si ceci se serait passé, etc. Si on spécule, en fait, c'est assez intéressant, mais bien sûr, je vais vous raconter différentes choses au fil de la soirée, et vivre dans un monastère, s'il y a eu aussi ces difficultés, c'était pas un paradis, il n'y a pas à se leurrer, mais quand j'étais, donc dans mon enfance, j'étais vraiment un enfant à problème, je causais pas mal de problèmes et de difficultés autour de moi, et je pense que si j'aurais pas été dans le monastère, je me serais, j'aurais fréquenté différents cercles, je serais devenu un voyou, je serais rentré dans des cercles vicieux, peut-être m'amener à consommer différentes drogues, etc. Et même mon père, quand il est venu un peu plus tard, quand j'avais 8 ans, il a vu lui-même que j'avais beaucoup d'énergie, que j'étais assez brute, assez violent. Du coup, il voyait aussi que c'était mieux peut-être de me laisser dans le monastère. So my mother decided, okay, this is my son's own choice now, and it seems like this is the best place because I can't handle him anymore. So about a few weeks later, the first my mother's like partner at that earlier time, the Dutch person, finally had also actually become partners and married later to an American lady, and they were visiting Delhi. They came to visit us, and then they were going on to Nepal, and so she sent me back with them. Et à ce moment-là, ma mère donc a bien réfléchi et elle s'est dit bon, c'est vraiment la bonne décision, c'est vraiment son choix et en plus moi je peux pas le gérer. Cet enfant, c'est vraiment la bonne chose à faire. Et à ce moment-là, donc je vous ai parlé du compagnon hollandais de ma mère auparavant. Donc lui, ce compagnon, il a épousé une américaine et ils sont venus en Inde et après ils allaient au Népal. Du coup, en route, ils m'ont amené au Népal. So when we reached Nepal, then Kopan was already built. And my young friends that I used to play with were wearing robes like this. And there was already a few other monks. And then when Namaishi, he saw me, he heard that I had come back, he came down. And I remember I was running towards him and he grabbed me and he held me, hugged me and he said, "Oh, my son is back, my son is back." And then he gave me the name Lobsang Yeshi at that time. Et donc quand je suis rentrée à Kopan, donc Kopan était construit à ce moment-là, et tous les enfants avec qui je jouais à l'époque, ils portaient des robes, et il y avait aussi certains moines qui étaient là. Et j'ai vu Lama Yeshe et je commençais à courir vers lui. Et Lama Yeshe m'a pris dans ses bras, il a dit « Oh, mon fils est revenu, mon fils est revenu ». Et c'est à ce moment-là que Lama Yeshe m'a donné ce nom, Losang Yeshe. So in the beginning, we had only about 20, 25 young kids, monks then. And of course, my friends were all wearing these robes. So when I was asked to wear these robes, I of course did too. For me, I didn't know much better. And I just wear it the same as everyone else. I didn't understand what being monk is or not. But I seemed to be happy. And in early life was less monks, so a little bit more comfortable, but still
Kopan was developing. There was no real big sponsor, so we started to have like some financial difficulties. Food was not as good as nutritious, yeah. And so we all were going through some difficult times in the early years, yeah. Et pendant les années, donc au début, quand je suis arrivée, il y avait peut-être à peu près 25 petits-enfants. Et donc les autres enfants, ils portaient aussi ces robes. Et vu que quand on m'a demandé à moi de porter les robes, j'étais là, bon, ok, tous mes amis font ça, j'étais d'accord. Et puis je ne savais pas trop ce que ça signifiait, être moine ou pas. Mais j'ai suivi le mouvement. Et puis c'était vraiment les débuts de Kopan. Et au fil du temps, il y a eu assez rapidement des problèmes financiers. Et du coup, il y avait des difficultés au niveau de la nourriture, on n'avait pas de la nourriture avec beaucoup de nutrition, etc. Donc c'était une période assez difficile. So formal classes started to develop based on the volunteers who were coming to Kopan. Some would teach English, some would teach drawing. So we would make drawings, and then Lama Yeshe would put them up on the wall so people can buy them, after the courses, the money will be funded. But also in the early years, actually, the first monastery which was built from Lama Zopa's previous life promise was up in the mountains near Mount Everest region called Laudo. So while that was already being built, while Kopan was starting to develop. So the early years, a few monks of us, about when it came around 30 monks, we used to go up there in the summer because it's so cold in the winter, come down in the winter. So we did that, I remember, 2 times at my time. Et au début, donc, on avait des classes qui commençaient à se mettre en route et c'était des bénévoles qui venaient enseigner. Il y avait certains qui nous enseignaient l'anglais, et certains qui enseignaient le dessin et ce que Lama Yeshe faisait avec nos différents dessins, il les affichait et les différentes personnes qui suivaient les cours, à la fin du cours, ils pouvaient acheter un dessin s'ils avaient envie. Et à cette époque-là, donc Kopan avait été terminé d'être construit, commençait à se développer. Dans la montagne aussi, qui a été près de Mont Everest, l'incarnation précédente de Lama Yeshe avait, un ermitage là-bas et donc maintenant, à ce moment-là, il commençait à développer, à construire aussi un centre, un monastère là-bas. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on montait en été là-haut parce qu'il faisait très froid à Laudo et puis en hiver on redescendait. On a fait ça 2 années de suite. So when we went to Laudo, the first time I went actually was not with the monks. I went with some of the Westerners, and I think Lama Yeshe and Lama Zopa were already there, or Lama Zopa was there the first time. I don't remember Lama Yeshe. When I first went, I was still very young, and Lama Zopa was supervising the building of the monastery. Still, because it was also being built up there. The first time I went, I remember. Second time I went with monks, but the first time I was so young, and it was only like hardly any other kids around there. So Lama Zopa's mother was also there, but living in village. But the sister was living in Laudo, was nun, and she was taking care of me like a mother, So I got my second mother in Laudo. La première fois que je suis montée à Laudo, c'était avec un groupe d'occidentaux. Et je crois que quand j'étais là-bas, Lama Zopa était là. Lama Yeshe, je pense pas qu'il soit là-bas. Lama Zopa, il surveillait en fait la construction. Parce que la première fois que je suis allée monter là-haut, à Laudo, Laudo était toujours en construction. Donc on est monté là-bas, on restait là-bas. Et à ce moment-là, il y avait aussi la sœur de Lama Zopa qui était là et qui s'occupait de moi comme ma mère, comme une nouvelle mère. Donc j'ai récupéré une nouvelle mère à Laudo. And so because not so many rooms there, also because I was very small, I was still only about maybe 8 then, first time I went. So I remember there were times when I was sleeping behind Lama Zopa's, when he was meditating, behind in his cave. There was a small cave in this meditation box, but like you could sleep in there, but I would sleep behind. And I would fall asleep, and then I wake up, and Lama Zopa was always sitting. And I never remember him going to lying down. I never remember. So then only later I realized he never sleeps anyway. Donc j'étais à cette époque-là, j'avais à peu près 7 ans et demi, 8 ans, quelque chose comme ça. Et
il n'y avait pas beaucoup de place de toute façon, et vu que j'étais assez petit, j'allais souvent dormir. En fait, je me calais derrière Lama Zopa. Il méditait en fait dans cette grotte, et ils étaient assis dans une boîte de méditation, et je me logeais en fait juste derrière lui, et puis je m'endormais, et puis je me réveillais, puis il était toujours assis en posture de méditation. Il méditait toujours, et puis je me rendormais, puis je me réveillais, et je me suis dit tiens, il dort pas. Et c'est plus tard que je me suis dit qu'en fait oui, Lama Zopa ne dort pas. And then, because the workers were there, Lama Zopa's sister had to make, for the workers to keep them going, to give them sometimes a break, and you know, she would have to prepare what is called chang, the rice beer. And then after that fermented rice was turned into the beer, the leftover fermented rice was kept in barrels, wooden barrels. And I discovered where those barrels were kept. I would go in and scoop down and pick up this rice, fermented rice, and eat it. It was like really sweet and nice. But of course, it was fermented. It had alcohol, right? Donc, pendant qu'il y avait la construction à Laudo, il y avait différents travailleurs qui étaient là. Et pour en fait faire en sorte qu'ils continuent à travailler et toujours à terminer les projets, etc., la sœur de Lama Zopa leur faisait du chang. Donc, c'est une bière fermentée à base de riz. Et donc, après avoir fait le chang, donc qui est un liquide, il restait toujours du riz qui était mis dans des tonneaux en bois. Et j'ai trouvé où est-ce qu'ils étaient, ces tonneaux en bois, et je mangeais en fait ce riz qui était très sucré, bien sûr fermenté et donc alcoolisé, et je mangeais ça. So then Lama Zopa found out that I was doing that. So then he called me in and said, "So you want to be a monk or not? You want to be a monk, right?" I said, "Yeah, I want to be a monk." Then you shouldn't be eating this because this chang, leftover chang, it also has alcohol. You shouldn't be having it. And I said, okay. But then, so next day he would ask me, "Had you have any?" And I would say no. Then he would say, "Go," and he would smell my breath. This I remember. Et Lama Zopa, il a appris que je faisais ça, et un jour il m'a dit, alors est-ce que tu as envie d'être un moine ou pas? Et je dis oui, j'ai envie d'être un moine. Il dit alors si c'est le cas, tu peux pas manger ça parce que c'est alcoolisé, tu peux pas manger ce riz. Il dit alors tu ne vas donc plus le manger. Et le lendemain, Lama Zopa me pose la question, alors est-ce que tu as mangé du riz? Je disais non. Et puis il me demandait d'ouvrir ma bouche et il voulait bien sentir mon haleine pour vérifier que c'était bien le cas. So of course there's many stories, but my main thing is that I really had ever since that was the first trip, but then the second time I went with the monks, we used to go up and try to get what we call look for firewood and go off into the woods in the mountains. And one time Lama Zopa went he was disappeared for a while in the evening. It was dark and his sister and mother were crying. His sister was crying, mother wasn't there. And then they found out that he had gone off into the woods and meditated, you know. So there's these sort of memories I have from at that time. Il y a différents souvenirs que j'ai de cette époque-là. Donc ça, c'était la première fois que je viens de vous raconter. La deuxième fois où j'étais montée à Laudo avec des moines. Et puis je me rappelle qu'on est allé récupérer du bois aux alentours. Et un soir, il y a même Lama Zopa qui n'était pas rentrée. C'était tard le soir, la nuit. Et sa sœur, elle pleurait. Elle s'inquiétait, elle pleurait. Et puis finalement, on a appris que Lama Zopa était partie dans la forêt pour méditer. Donc c'est différentes bribes de souvenirs qui me restent comme ça. So after the second time, I never got a chance to go back. But after 40 years or so, 2018, finally I was able to go back and to Laudo. And it was amazing to see that what memories I had as a childhood, it could have been a fantasy, I thought, maybe not true. But when I went there, the environment, the way that I remembered it was all pristine, exactly as I remembered it. Nothing had been spoiled. The environment was just as it is, beautiful. And all the bushes and the juniper trees and bushes and the rivers and the mountains, just as I would remember as a kid, was exactly like that. It was amazing to see that, that was actually true.
Et donc ça, c'était la deuxième fois où je suis allée là-bas. Et après, j'ai pas pu y retourner. C'est seulement 40 ans plus tard, donc en 2018, où j'ai eu cette chance de retourner à Laudo à nouveau. Et avant d'y aller, je me posais ces questions, si ces souvenirs étaient vrais ou pas, si j'avais bien imaginé l'endroit, si en fait, je doutais de la véracité de mes souvenirs. Et quand je suis arrivée à Laudo, j'ai vu en fait que mes souvenirs étaient vraiment exacts. Le paysage était tel quel, c'était vraiment prestigieux, magnifique, avec toutes les rivières, les rochers, les montagnes, avec ces genévriers, etc. Donc c'était vraiment assez extraordinaire pour moi de voir en fait que tous ces souvenirs étaient vraiment exacts, tels quels. So it's definitely, I could say, a magical place. If anyone has an opportunity to visit Laudo, I would really encourage them. But if not, at least if they can see some footage of Laudo, it can be very nice, very inspiring, very nice place. Donc c'est un endroit qui est magique, qui est vraiment très particulier. Donc si vous avez l'opportunité d'un jour d'aller à Laudo, je vous conseille de le faire. Et si ce n'est pas le cas, alors juste de regarder des images ou des vidéos du lieu qui est vraiment très prestigieux. So after the second year, it was not affordable for the monks to go up every winter, summer, come back winter. It was too much. The monks' population was beginning to grow. Kopan was starting to become more well known in the community. More and more families from poor families usually put their children in the monastery, so it started to grow. And then we had more and more classes, became more routine. And I remember some of my difficult years of also. Yeah, because I was different, monks would tease me, because I was different, had, yellow hair. So I remember early days I would go to Lama Yeshe whenever monks teased me, and he would then scold them. But then one time I went to Lama Yeshe because the monks were teasing me as usual. Then he said to me, he'd point his finger to me saying, now you're a big boy, you take care of yourself. And don't come running to me crying all the time. But from then on, Lama Yeshe started to travel. Lama Yeshe and Lama Zopa traveled more, and this community centers like this one started to establish. And we didn't get to see Lama Yeshe and Lama Zopa that often anymore. Like they were mostly traveling. So then there were other lamas who were in charge, but I think Lama Yeshe was already preparing me for that separation, because Lama Yeshe was like my father figure, and also Lama Zopa later, but also Lama Yeshe. So he was starting to prepare me to again, be separated. Au fil du temps, alors j'ai pas eu l'opportunité de retourner donc à Laudo après la deuxième fois que je suis montée avec les moines, parce qu'il n'y avait pas les moyens en fait de nous envoyer là-bas l'été, de redescendre l'hiver, etc. Et puis plus particulièrement parce qu'au monastère en fait il y avait de plus en plus de moines, il y avait de plus en plus de familles qui envoyaient leurs enfants au monastère, donc principalement des familles pauvres. On avait plus de classes, donc plus de routines, plus de structures, etc. Donc on n'est pas remonté à Laudo à ce moment-là. Et donc j'étais dans le monastère à Kopan et j'étais donc différente des autres moines et parfois ils se moquaient de moi en fait parce que j'avais les cheveux blonds. Les poils blonds, pardon, oui. Et dès qu'il me titillait ou qu'il il m'embêtait, il me taquinait, j'allais voir Lama Yeshe, je lui disais qu'est-ce qui s'est passé, et puis Lama Yeshe allait les gronder en fait, à mes camarades. Et puis un jour, quand je suis venue voir Lama Yeshe, après qu'il m'ait embêté, Lama Yeshe m'a pointé du doigt et dit maintenant tu es un grand garçon et tu te débrouilles. Et à ce moment-là, en fait, je crois que Lama Yeshe me préparait parce que ils commençaient de plus en plus à voyager à l'international, ils allaient dans différents centres comme celui-ci. Et Lama Yeshe pour moi était vraiment comme mon père en fait, c'était vraiment une figure paternelle pour moi. Et je pense que quand il m'a dit ça, c'était vraiment une préparation pour moi, la séparation. Et plus tard dans ma vie, Lama Zopa a aussi eu cette figure-là, cette figure paternelle. Mais son conseil, son instruction était vraiment une préparation. So of course there could be, some stories, many stories I could share of that early life in Kopan. But because of our limited time, I, wouldn't take too much time on that. Of course, there's also the Big Loves book, which people can, I don't know if it's translated in French or not, but at least, is it? No, not yet. So maybe, hopefully, one day it will be, or some parts can be. So I'll just maybe share a little bit about my experiences just
the things that I've started to go through as I was growing up a bit. So I'll share a bit about that. Alors il y a différentes choses que je pouvais raconter, ce qui s'est passé à Kopan, mais on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de différentes choses qui se sont passées. Mais vous pouvez aussi, je ne sais pas si vous connaissez le livre Big Love qui a été publié récemment, qui explique les différentes choses qui se passaient à Kopan à ce moment-là. Donc il n'est pas traduit en français pour le moment, mais peut-être dans le futur ce sera fait. Donc je vais vous raconter d'autres choses qui se sont passées au fil de ma vie. So, yes, I think I mentioned briefly before that my father, from Greece, and with my sister, who was 5 years older than me, then he finally, when he heard where I was placed, he wanted to come and see me. So I remember I was about maybe 8.5, 9 years old when he first came to visit, and I had no idea that I had a father. I had no idea that my sister, So when they came to Kopan, it was the first time I was meeting my father and my sister. Et quand j'avais l'âge de 8-9 ans, donc mon père a appris que j'étais à Kopan et que j'étais là. Ma sœur aussi, je vous ai parlé de ma sœur qui a 5 ans de plus que moi. Et ils sont venus me voir quand j'avais 8-9 ans à Kopan. Et c'était vraiment la première fois que je les rencontrais. Je ne les connaissais pas. So my father later told me that when he first saw me, he would have seen me in some, dirty robes, barefoot, with lice, and he immediately thought, where have they put my son, in what kind of place? So he said his immediate feeling and thought was he should take me away, take me back to Greece, put me in a proper school. That's what he had first. But then he started to get a little bit interested what Buddhism's all about. And then the main thing he said is that he saw that I was really happy with the other young monks, playing with them, feeling quite natural with them. And then he also took one of the early courses from Kopan, and he understood more about the philosophy, and he felt, my son looks quite happy here, what they're teaching seems to be very reasonable and good. And he made a promise to himself that he'll leave me in Kopan as long as I seemed happy, Mon père, quand il m'a vu pour la première fois, sa première impression quand il m'a partagé ça, c'est que il m'a vu, j'avais peut-être des poux dans mes cheveux, j'avais des robes sales, je courais partout, pieds nus comme ça. Du coup, il s'est dit, là, qu'est-ce qu'il fait là, mon enfant? Peut-être que c'est bien que je le ramène en Grèce et que je le mette dans une bonne école. Ce serait vraiment mieux pour lui. Ça, c'était sa première impression. Et puis ensuite, il a commencé à se pencher un peu sur la philosophie bouddhiste et à voir, et c'est quelque chose qui lui parlait un petit peu. Et surtout, la chose qu'il a vue, c'est qu'il me voyait vraiment heureux, en fait, à jouer avec les autres enfants. Donc, j'étais vraiment heureux dans cette situation-là. Et le plus, il étudiait, il a même suivi un cours. Et en étudiant la philosophie, il s'est fait alors la promesse qu'il me laisserait dans ce monastère tant que j'étais heureux, je pouvais rester là. So, because of the time limit we have, I was just thinking. So until I was 12 or 13, I was in Kopan. Then the Nepali authorities found out that I was in Kopan without proper visa, whatever. They finally found that out. So then they fined a big fine, which my father helped to pay. And then Lama Yeshe suggested I go to Dharamsala. So I was in the Dharamsala, staying at Tushita first, going down to dialectic school, and then the idea was to go back and up and down. But then later it was just best that I stayed down at the dialectic school. And I was only 13. I just only thought about having some good time. I was finally away from this monastery in Kopan where everything was like so disciplined, So for me, it was like getting some freedom as a child. And I remember I spent most of my time going to the either to swim in a place called Baksunat, where there's this waterfall, or go to the Tibetan performing arts place to watch the opera and then the dances they used to have there. So I didn't study much at the dialectic school, but my spoken Tibetan really improved there. So that's one thing at least I got from that. Et quand je suis arrivée à l'âge de 12-13 ans, et donc j'étais toujours à Kopan, la police en fait népalaise s'est rendu compte que j'étais là et que j'avais pas de vrai visa, et du coup ils m'ont donné une grosse amende que mon père m'a aidé à payer.
Et à ce moment-là, la Meyeshe alors m'a conseillé d'aller à Dharamsala et je restais à Tushita. Et je descendais, j'allais à l'école de dialectique. Et puis l'idée, c'était que j'aille à l'école, puis je remonte à Tushita et je redescends à l'école, etc. Et puis au bout d'un moment, finalement, je suis juste restée à l'école de dialectique. À ce moment-là, j'avais à peu près 13 ans. Hein. Et pour moi, c'était vraiment une expérience assez plaisante parce que avant j'étais à Kopan, dans un monastère où il y avait cette discipline, cette structure et tout ça. Et puis là, je me retrouvais vraiment libre. Donc j'avais vraiment cette première sensation de liberté que j'appréciais énormément. Et parfois, j'allais me baigner à la cascade d'eau à Baksu. Et puis de temps en temps aussi pour me divertir, j'allais aussi à Tipa où ils font des opéras et des danses culturelles tibétaines. Donc j'allais là-bas pour me divertir. J'ai pas appris beaucoup au niveau peut-être philosophie, mais mon tibétain en fait s'est vraiment bien amélioré. Et ça c'est peut-être une des meilleures choses que j'ai pu sortir de cette expérience-là. Then also, just before that, of course, maybe just backtrack a bit. 1 year before that, I went to first time I ever left Nepal to go to a foreign country was to Greece to visit again my sister and my grandmother, Greek grandmother. So that time, I know it was a little bit confusing. I was like really enjoying the outside worldly life, but I also didn't fit in completely. I didn't speak Greek, so I remember being a little bit confusing time for me too. Yeah. Et si on retourne juste un petit peu en arrière, peut-être 1 an avant que je sois à Dharamsala, je suis allée pour la première fois, aller dans un autre pays. Je suis allée en Grèce visiter mon père, il y avait ma grand-mère. Et c'est une expérience où j'appréciais beaucoup en fait ce mode de vie, mais dans un autre sens, je me sentais pas vraiment à l'aise, je faisais pas vraiment partie en fait de ce monde parce que déjà je parlais pas grec, mais je me sentais un petit peu pas vraiment à mon aise en fait dans ce monde-là non plus. So going back to Dharamsala time, that was 1980 actually. Lama Yeshe came back from his trips, so there was about maybe 8 or 9 months later, and he did a small test for me of what I've learned. But I couldn't give many answers on the philosophical texts, so he didn't seem too pleased. Et en 1980, là, il y a Lama Yeshe qui est venu à Dharamsala et c'était peut-être 8 ou 9 mois plus tard. Et quand il est venu, Lama Yeshe a fait un petit quiz, un petit test pour voir mes connaissances au niveau philosophique et j'avais pas grand-chose à dire. Il n'était pas très content à propos de ça. But going back to Kopan meant again the getting visa for foreigners was not easy in Nepal at that time. But having been born in England, I had a British passport. So in those days, as a Commonwealth country, British citizens didn't need a visa to stay in India. So that's when Lama Yeshe decided, okay, maybe you go to Sera. Because some other Kopan monks had already been sent to Sera, so I could go and stay with them. And so that sort of sounded like nice to me. It sounded like I'm going to a big sort of monastery. It sounded like it might be fun. Et à ce moment-là, donc, c'était pas facile, même si Lama Yeshe voulait me renvoyer à Kopan, l'histoire de visa, c'était vraiment pas facile pour un occidental d'avoir un visa au Népal. Mais par contre, vu que j'avais un passeport britannique, c'était facile pour rester en Inde. On n'avait pas besoin de visa à cette époque-là. Donc, Lama Yeshe a pensé alors de m'envoyer à Sera. Il y avait d'autres moines de Kopan qui sont allés à Sera. Du coup, je pouvais aller là-bas et rester avec eux. Et cette idée m'enthousiasmait. Je me suis dit, ah ouais, c'est une bonne idée, ça doit être sympa, ce grand monastère. Du coup, j'étais assez motivée pour y aller. So 1981, went to Sera, and I honestly tell people that I lived in Sera for 16 years because that was what it was like. I didn't, for me, although I would have been interested in the studies a bit to some degree because you get, you get the peer pressure. I didn't feel like driven. I didn't know what really Dharma really meant. I just felt like it was part of my education. I had to do the study because I was required to do it. So, but nevertheless, I thought, okay, I'll just go to Sera, see how things go. And because again, the structure there was not so strict, not as strict as Kopan. Again, I was having many friends, started to get many friends there, and I had a easy life, a happy life there,
Donc ça, c'était en 1981, où je suis allée à Serra. Et j'aime bien dire que je vivais à Serra pendant 16 ans, parce que c'était vraiment une expérience où je vivais là-bas et je voulais voir comment ça se passait plutôt que... bien sûr, les personnes autour de moi, ils étudiaient la philosophie, ils étaient vraiment amenés à faire ça, mais j'étais là et j'apprenais ce qui venait, mais j'étais pas vraiment... je voulais voir, en fait, comment les choses se déroulaient, parce que je connaissais pas trop la philosophie. Et en plus de cela, à Serra, la structure comparée à Copan était beaucoup plus détendue. C'était vraiment une vie facile. Now, having lived in Serra and then going to the classes, going to the debates, because it was part of the curriculum, if you didn't go, then you would get in trouble. So, I mean, disciplinarians would look after you. So, I noticed that the first years when I went hear the Dalai Lama teachings, I could usually understand his jokes and his stories, but not much more than that. But then after a couple of years, as the studies progressed, when we the classes started doing what we call first was the text on, after the lower classes, then in what we call the Panchaparamita, the perfection vehicles text, and then especially when we reached the middle way text on what we call the middle way school text, then I noticed I could understand a bit much more of the Dalai Lama's teachings than I did in the past. Then I could see that even just going to the classes, just going to the debates, hearing it again and again, made things when the Dalai Lama taught, which I was interested to understand, became more and more clear. So that's how I started to see the benefit of just being exposed to this study system. Et le moment en fait où je me suis vraiment rendu compte en fait du bienfait d'être mis dans une situation ou dans un système où on est entouré de la philosophie, parce que je devais aller à des cours, je devais aller au débat, etc. Parce que si on le faisait pas, il y avait quelqu'un qui gérait la discipline, et du coup on était obligé, il surveillait si les moines étaient là ou pas, donc on était vraiment obligé de suivre les cours, suivre les classes. Et ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est qu'au début, quand Sa Sainteté le Dalai Lama venait enseigner, ce que je comprenais, c'était ses blagues, c'était ses histoires qu'il racontait, pas plus que ça. Et puis au fil du temps, vu que j'étais dans ce contexte, à suivre ses études, à suivre ses cours. Donc, en particulier, quand j'ai commencé à apprendre et à suivre les cours de Prajnaparamita, le véhicule sur les perfections, les sutras de sage, les perfections, ouais. Et ensuite les textes aussi de la voie du milieu. Juste du fait d'être présenté et d'être mis en contact avec ces enseignements-là, petit à petit, je commençais à comprendre sa sainteté de plus en plus, et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte du bienfait à être mis en contact avec la philosophie bouddhiste. So, meanwhile, during my 16 years in Serra, I also had opportunity to visit the West again a few times, going to America for the first time, where I saw my Belgian grandmother who was living in America for the first time, and that was a big culture shock for me. I also went to spend some time in England. And all of these trips, while giving me the opportunity to see the outside world, made me also start to question my own identity. But also, it was my late teens, early 20s that I started to really question and doubt, I started to question life a bit more. I started to think am I Westerner, or I grew up in the East and I felt like a Tibetan. I felt part of them, and I really wanted to fit in desperately to them. But I realized I have a different family, different culture, different background. Where do I really fit? So that's when I started to have my identity crisis. Quand j'avais 16 ans, c'est la première période au fil de laquelle j'ai commencé vraiment à voyager, à explorer différents pays. Donc le premier endroit où je suis allée, c'était aux États-Unis, où il y avait ma grand-mère belge qui habitait là-bas. Et d'aller la visiter aux États-Unis, c'était vraiment un choc culturel. C'était vraiment très, très intense. Et ensuite, je suis aussi allée en Angleterre, et je suis allée dans différents pays comme ça. Et ça m'a vraiment
initié en fait un questionnement sur mon identité, sur qu'est-ce que je suis. Et c'était donc la fin de mon adolescence, début de la vingtaine. Et je me posais ces questions. Donc je suis née en Occident, mais j'ai grandi en Asie, mais j'ai l'impression de faire partie de la communauté tibétaine. Mais en fait, je suis pas vraiment comme eux. Donc j'avais toutes ces questions et j'avais un peu de cette crise vis-à-vis de mon identité sur qui est-ce que je pouvais être. While it seemed that the most Tibetan and other Nepali and Sherpa kids didn't have much choice because the family was poor and the family had pressure on them to stay in the monastery, it seemed like for me, I had a choice. I had a different family. I could leave anytime if I wanted to. And when I went back to the West, I could have just stayed and not return. And so all of these choices presented me with really deep thinking. Am I making the right choices? Is this best for me? So it took me many years to try to figure out this identity, try to resolve this identity crisis of whether I'm Easterner or Westerner, because culturally it seemed like so different. And with the cultural differences, it's not just a cultural difference, your whole psychic, your whole way of thinking is influenced by the culture. So I started to realize it was a conflict in me. Yeah? Je voyais autour de moi que les autres personnes qui étaient au monastère, ils n'avaient pas ce choix en fait qui se présentait à eux parce qu'ils venaient de familles pauvres, ils avaient de la pression qui venait de leur famille pour qu'ils restent dans le monastère. Ils n'étaient pas du tout dans la même situation que la mienne. Moi, j'avais vraiment ce choix. Et quand je suis partie visiter ces différents pays en Occident, j'aurais pu rester en Occident. J'avais une famille là-bas. C'était pas nécessaire que je rentre au monastère. Et du coup, pendant que j'avais cette crise en fait vis-à-vis de mon identité, je me posais vraiment la question, est-ce que je prends vraiment la bonne décision ici à rester au monastère? Et ça m'a pris des années en fait à résoudre ce conflit, parce qu'en fait c'est pas seulement des différences culturelles, mais parce que la pensée occidentale et celle qui vient d'Asie sont très différentes et ça influence en fait notre façon de penser, notre psychologie en fait dans un sens. Du coup, c'était à ce moment-là quand ces deux cultures se rencontraient qu'il y avait comme un conflit au sein de moi. So whenever there's conflict, there's turmoil, there's unsettlement, yeah? Mm-hmm. So whether it's external or internal, whenever there's a little bit of conflict, there's turmoil, there's unsettlement. Mm-hmm. So while this identity crisis between East and West was causing some turmoil and disturbance in my mind, it made me question even more. And then that's where I had to try to see what the Dharma was all about. And then I started to discover that this conflict, the identity crisis between East and West was just the surface. I started to recognize in me that the real identity crisis for me was not just between East and West, that was just a surface level, conventional level, but the real crisis was between the Dharma life, spiritual life, and the material life. Because I noticed that I saw enough value in the Dharma to not just think like, oh, this is just old culture, this is not relevant now, I couldn't just throw it away. But at the same time, I was also attracted to the material world, to the samsaric material world, with very strong attraction as well. So that was the real crisis that I was going through. Quand il y a un conflit, il y a nécessairement une instabilité. Donc que ce soit quelque chose qu'on soit un conflit intérieur, notre esprit est perturbé, n'est pas stable, ou que ce soit quelque chose, un phénomène extérieur. Il y a cette instabilité. Et quand j'étais dans cette situation donc de conflit intérieur, j'avais me posé beaucoup de questions et ça m'a mené vraiment à me poser la question sur qu'est-ce que c'était le Dharma, qu'est-ce que c'était cette philosophie. Et je me suis rendu compte qu'en fait le conflit vis-à-vis de la culture occidentale et la culture asiatique, en fait, j'avais l'impression que c'était ça vraiment le conflit, mais ça c'était superficiel, ça c'était le niveau conventionnel. Et le conflit réel qui se trouvait au sein de moi, c'était plus entre la vie dharma, la philosophie, vivre dans ce contexte-là, et la vie matérielle et la vie, on pourrait dire dans un sens, avec toutes les attractions samsariques. Et j'avais vraiment un tiraillement entre ces deux choses-là. Et ça, c'était le réel conflit qui se trouvait au sein de moi. When I would share of my sort of identity crisis about East and West, some people would say, give suggestion, just take the best from both worlds. Why should it be so complicated? It sounded very nice, but not so simple.
When I shared my conflict between spiritual world, Dharma world, and the material world, they would say, just find the right balance in between the two. And that sounded very true, and it's actually true. But to find that balance was not easy. Yeah? Et quand je parlais aux gens autour de moi de cette crise, de ce conflit dont je faisais l'expérience vis-à-vis de mon identité, les gens me disaient « Mais non, t'inquiète pas, prends un peu des deux, le meilleur des deux mondes, un peu de l'Occident, un peu de l'Asie. » Et ça, j'étais là, bon, ok, ça c'est une chose. Et puis quand je parlais plutôt de mon conflit vis-à-vis de la vie spirituelle et la vie matérielle, le monde du Dharma et le monde matériel, les gens ils me disaient, oh, trouve un équilibre. Et bien sûr, ça sonnait vrai, mais c'est très difficile de trouver cet équilibre-là. So then, fast tracking many years later, I felt I had missed out in modern education, all of that. When I was posted in Australia in 2005, I finally got an opportunity to go to some like normal school there, and I did my equivalent of the high school, some Western studies. I got even a certificate of that. So then, in order to get a permanent residence in Australia, it was suggested by the government that I do some social work, not just for center translating. So what does that mean? Work for the Tibetan community, translating and interpreting service. And then we'll give you a permanent residency. So as a requirement of that, I started doing interpreting service. And then I was getting some income from I could make my mother proud, saying that I'm working for the Australian government. And then I get a bit of an allowance besides the center money. And I was able to buy a car for myself. And I was going... During the day, I would go out, work in the hospitals, counseling for the Tibetans and resettlement and all of that. I had even a car, and I felt like, this is my material. I fulfilled my material needs. And then I was still living at the center as a monk and translating the evening for the teacher there, the Geshe. So I was also fulfilling my Dharma purpose. So for about 5 years, I felt like I'd found a perfect balance, I thought. Si on avance un peu plus dans le temps, en 2005, je suis allée en Australie et parce que jusqu'à cette période-là, j'avais pas vraiment eu d'éducation un peu formelle formelle. Et du coup, je suis allée en Australie où j'ai passé je suis allée au lycée et j'ai obtenu un certificat, un diplôme. Et le gouvernement australien m'a dit qu'en fait, pour que je puisse rester là, pour que je puisse avoir une résidence permanente en Australie, il fallait que je fasse un travail communautaire, voilà. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire en fait travailler dans la communauté autour de moi, dans la communauté tibétaine et les aider en tant qu'interprète dans diverses situations possibles. Donc je travaillais aussi dans le centre en Australie où j'étais traducteur-interprète. Et en fait, ces différentes choses-là, donc de travailler de faire le travail communautaire, ça pouvait rendre ma mère fière parce que je pouvais dire que je travaillais pour le gouvernement australien. Et j'ai acheté une voiture et j'avais aussi un petit peu d'argent qui venait du centre bouddhiste dans lequel je travaillais, où je traduisais le soir pour un geshe là-bas. Et en fait, la journée, je sortais, j'allais travailler dans des hôpitaux, j'aidais les différents Tibétains avec leurs besoins de traduction, etc. Et ensuite, j'allais aussi dans le centre où je faisais des traductions là-bas. Donc, j'avais vraiment pensé que j'avais trouvé en fait un équilibre parfait pendant ces 5 années entre la vie du Dharma et la vie matérielle. Et j'avais vraiment l'impression que j'avais en fait assouvi ce besoin d'avoir un petit peu, de vivre cette vie matérielle. J'avais cette voiture, etc. Donc je pensais vraiment avoir trouvé l'équilibre parfait. So I had the respect from the community in the center as a monk, as a translator of Geshe. So I had, everyone was liking what I was doing. I was appreciated. The outside Tibetan community, when I went out translate, interpret, they were like so happy that I was doing a good job for them, getting their needs met. So I had actually no enemies. Everything was fine. Everything seemed perfect, Then some incident occurred, a little bit in relation to my mother, but some incident occurred and some other things happened. And then suddenly I got this thing, the dreaded disease in the West. You can guess what that was, the dreaded disease in the West, and psychological disease, depression. So then that hit me. So if I thought my earlier crisis was a challenge,
that was all small compared to what I was now starting to experience as in depression. Yeah. Donc à ce moment, quand j'étais là-bas, j'avais vraiment obtenu un respect. Dans le centre bouddhiste dans lequel je travaillais, les gens aimaient beaucoup le travail que je faisais. Et puis ensuite, les Tibétains, que je connaissais par le travail communautaire que j'accomplissais, ils étaient aussi contents que je sois là, que je les aide. J'arrivais à ce que leurs besoins en fait soient assouvis, etc. Et donc j'avais aucun ennemi autour de moi. Tout se passait très bien. Et puis il y a eu un incident qui est en relation avec ma mère, mais il y a eu donc un incident et ça a fait que j'ai été touchée donc par cette maladie qui est très connue en Occident, qui est très répandue. Et donc qu'est-ce que c'est donc la dépression? Et ça, quand je pensais que ma crise d'identité était quelque chose de difficile, quand j'ai fait face à cette difficulté donc de la dépression, c'était vraiment un autre niveau. So my earlier crises, identity crisis, the symptoms were mostly just mental unrest in the mind, just that. Yeah. Now I was starting to experience symptoms of not being able to sleep in the night, waking up at 3 o'clock in the morning and then just not being able to sleep well, and waking up in the morning with a tight chest feeling here, like a knot in my chest, not being able to, hard to even get out of bed, and then all these feelings of worthlessness and not being able to get all of these symptoms which are so uncomfortable, and physiologically feeling like losing like interest in going out and being with people and losing appetite also. So all of these symptoms associated with depression that can be experienced on so many levels, I started to experience. So in short, if I had to explain, So in short, I would say that my experience of depression, in 2 words, if I had to explain it, I would say like at worst, a curse, but at best, it was a blessing. Lorsque j'ai fait face à ma première grosse difficulté, donc cette crise d'identité, ce dont je faisais expérience, c'était vraiment quelque chose de mental, c'était mon esprit qui n'était pas stable, cette instabilité. Mais quand j'ai fait face à cette deuxième gros problème dans ma vie, cette dépression, c'était très différent parce que je me réveillais à toutes les heures de la nuit et je me réveillais, j'avais vraiment un serrement au niveau de mon cœur, au niveau de la poitrine, je me sentais très serrée à ce moment-là. À cet endroit-là, je me sentais aussi que j'avais pas de valeur, que je comptais pour rien. Il y avait des effets physiologiques, mais il y avait aussi, j'avais une perte, je m'intéressais plus aux personnes autour de moi, j'avais plus envie de voir du monde, j'avais une perte d'appétit, etc. Donc il y avait de nombreux de symptômes autour de la dépression dont j'ai fait l'expérience. Et si je devais décrire en 2 mots mon expérience de la dépression, donc je pourrais le résumer donc en ces 2 mots. D'un côté, si on regarde dans le pire des moments, c'était vraiment comme un sort terrible, et dans un autre côté, c'était dans les meilleurs moments, c'était vraiment comme une bénédiction. So the worst being a curse was the negative mind. Negative mind about all others first, others. Then when you start to realize there's no fault in others, then you focus on oneself, negative about oneself. So that negative mind coming again and again and being so trapped in the negative mind was the curse. Yeah? But the blessing was then to finally be able to see the truth of the Dharma in experience. Beginning to get a taste of what samsara, what the word samsara I've heard so many times, what it really is. And what suffering means. It is not any idea anymore to me, it was an actual experience. Yeah? So these Dharma words that I heard so many times in my life was an actual experience now to a certain degree. Quand je parle donc de la dépression dans le sens de la malédiction, pardon, pas comme sort, la malédiction, c'était parce qu'en fait j'étais coincée, j'étais bloquée dans un état d'esprit très négatif. Et c'était négatif envers les autres, envers moi. Donc ça, c'était vraiment la malédiction de la dépression. Quand je parle de la dépression en tant que bénédiction, c'était que tous ces mots que j'avais entendus dans la philosophie bouddhiste au fil des années, dans le Dharma qui expliquait ce que c'est le samsara, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'est l'expérience de souffrance, c'est vraiment devenu, je comprenais qu'est-ce que c'était vraiment, ça m'a donné vraiment une idée, une expérience de qu'est-ce que signifiaient en fait ces termes-là que j'avais entendus encore et encore.
So of course, I start reading more about what depression, what causes it, and how one gets it. And I agreed by my doctor. I said, I'll wait to take medication. I'll wait and see if I need or not. But therapy, I accepted to go, and that was a good experience for me. It really helped me a lot. But how the Dharma helped me was I started to really recognize, although when others will tell me, hard to accept, even when the teachings say hard to accept. But for me, it became my own experience where I felt, when I really search, although there was conditions from childhood, all of that, I could search, when I searched where it really is coming from and how I'm experiencing depression, I could see that there was a very strong sense of grasping to me. Yeah? And that sense of the word of self-centeredness or self-cherishing started to make much more sense in my mind. I could actually see how it manifests from that, from my problems, my suffering was actually a manifestation of that. I could actually now see it. Je me suis alors renseignée de qu'est-ce qui cause la dépression, etc. Et j'ai discuté avec mon médecin. Et médecin, j'ai dit, avant de prendre des médicaments ou quelque chose comme ça, je préfère attendre. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avant de prendre des médicaments. J'ai accepté d'aller voir un thérapeute qui m'a beaucoup aidée. Et donc ça, c'est du point de vue médical, on pourrait dire. Et l'autre chose que je me suis rendu compte, c'est au niveau donc du Dharma, et ce que j'avais appris jusqu'à ce moment-là du Dharma, c'est que toutes les souffrances en fait dont je faisais l'expérience, je voyais réellement qu'elles revenaient toutes à cette source de l'auto-chérissement, de la saisie du soi. Et même donc tous ces mots que j'avais entendus parler encore et encore dans le Dharma, c'est devenu assez clair pour moi que le sens de toutes ces apparences-là, toutes ces difficultés-là, elles revenaient toutes à cette source de la saisie du soi. One of the main confirmations for me that is coming from the self-cherishing mind was when I got a taste, just even like a small feeling or taste of trying to implement some practice. Not formally, and I'm still not able to do real good formal practice, but because I've heard about the teachings of Tonglen a lot, I heard about that a lot, and I translated how to do those practices to others a lot. I had never done it myself, but in the morning when I wake up with this tight feeling, very tight, like a knot, and I feel like, can I get out of bed, because you feel like stuck. Then I just lying down there, I just lie in my bed and just feeling stuck there. And then I just imagine, okay, bringing the sufferings of others and destroying that mind of self-cherishing within me, destroying that. Somehow it was like I'll call it maybe the Dharma aspirin. It was like suddenly this tightness and everything just started to become more relaxed. And I was able to get out of bed. Then I can start the day slowly. So just by imagining to focus on other sentient beings who are suffering much more than me, I know as a fact that although this was really painful and so uncomfortable, I know as a fact that there are others who are much more in suffering. It's not my imagination, it's true, So just even imagining to take their pain or suffering, even for a short time, released that tightness. So for me, I just got a taste that if I were to do the practice in real life, the effects might be amazing, because even just trying to do that practice. And it gave me a confirmation that if by focusing on others, even briefly, for momently, I felt that release, then when I felt that tightness, it must mean because I'm focusing on myself. So it's the direct opposite of that, So somehow I got a little bit of a taste of that experience and gave me a little bit more confidence and the not confidence, a little bit more faith in these practices. Ce qui m'a amené en fait à avoir une confirmation, à être sûr que toutes ces difficultés dont je faisais l'expérience revenaient à cette saisie du soi. J'ai commencé à avoir un avant-goût pour cela quand
j'ai commencé à faire une pratique, donc pas du tout de façon formelle, et même de nos jours, c'est pas quelque chose que je fais, mais j'ai fait cette pratique de façon donc non formelle de Tonglen, que j'ai entendu beaucoup parler de cela, et ensuite j'étais donc au niveau de la philosophie que j'ai étudiée, ensuite j'ai traduit comment faire cette pratique-là, mais je l'avais jamais faite pour moi en fait, j'avais toujours traduit ou entendu parler de cette pratique-là. Et ce que je faisais, c'est que le matin, pas le matin, mais quand je me réveillais et que je sentais que j'avais la poitrine serrée, que je me sentais coincée, que je ne pouvais pas sortir du lit, je commence à imaginer, en fait, de prendre la souffrance des êtres, même juste de façon très débutante, en fait, hein, et de prendre la souffrance des autres et de l'imaginer qui détruit, en fait, ce chérissement. La saisie du soi, l'autocharissement. Et juste en tant que quelqu'un un aspirant en fait à pratiquer, juste en faisant ça de façon très simple, pas du tout avec agilité, vraiment de façon très basique, je sentais immédiatement que ça commençait à relâcher en fait cette sensation de tiraillement que j'avais, elle était petit à petit relâchée et petit à petit je pouvais sortir du lit et commencer ma journée. Et ce qui était vraiment important pour moi, c'est que juste le fait que j'imagine en fait, que je me concentre sur la souffrance des autres, parce que bien sûr il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres qui souffrent beaucoup plus et qui souffrent autour de moi, et juste de considérer pendant quelques instants que je pouvais prendre sur moi leur souffrance, ça pouvait alléger et relâcher ce sentiment de tiraillement, de se sentir coincé. Ça m'a donné en fait un petit goût, une petite idée de, en fait, si je faisais vraiment la pratique réellement de façon formelle, l'effet que ça pourrait avoir, ça serait vraiment extraordinaire. Et ça a aussi confirmé en fait cette compréhension que tous ces différents problèmes venaient du chérissement de soi, de cette saisie du soi, parce que quand je commençais à me concentrer sur la souffrance des autres, qui est en fait l'opposé direct de me concentrer sur moi et sur ma souffrance, ça a allégé en fait tout le sentiment de tiraillement, d'être coincé, de se sentir opprimé. Et pour moi, c'était vraiment évident que c'était l'antidote direct en fait à cela. Et ça m'a donné de la foi dans la pratique. Two things I came to recognize very strongly during my depression times, worst times. In the worst times, I came to recognize very clearly, very strongly, that this is where people might try self-medication, taking drugs, alcohol, anything to numb the pain. Yeah, to numb the pain. So when I could see that there was like a strong temptation that I could want to try anything that to numb the pain, then I started to become really grateful to but I started to recognize that depression and substances could be a lethal combination. That's what I started to realize. And I realized that without the vows, I would have tried anything. So early in my life, as I growing up in my teenage and early 20 years, I would have seen, or I would have regarded the vows as a restriction. Why? I'm not allowed to do this, I'm not allowed to do that, I'm not restriction. But then it became very clear to my mind that it has been all the time, especially now, but all the time before, it has been a protection. Not a restriction, but a protection. So then I started to really see the real value of the vows that I had. Of course, for me, it's a monk, but of course there's the general vows and the ethic vows in the Buddhist tradition. Dans les pires des moments, donc la dépression, je pouvais voir en fait, ça m'a amené en fait à comprendre que quand on est déprimé comme ça, on a une tendance, on se dirige immédiatement dans cette envie d'essayer de se self-medicate. De trouver en fait différents son propre remède, de trouver une issue en fait à la souffrance dont on fait l'expérience. Donc par exemple, ça pourrait être en se tournant vers l'alcool, ça pourrait être vers la drogue, etc. Parce qu'on essaie en fait d'éliminer coûte que coûte la souffrance dont on fait l'expérience. Et la tentation est très très forte à ce moment-là. Et j'ai remarqué ça dans mon esprit. Et
Et je me suis vraiment rendu compte que la dépression et ces substances-là, ça pourrait vraiment être une connexion ou un lien ou des alliés, si vous voulez, qui seraient vraiment mortels. Et quand j'avais une vingtaine d'années, je pensais toujours que les vœux, c'était vraiment des restrictions. Je ne pouvais pas faire ceci, je ne pouvais pas faire cela. Mais à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte de la valeur et en fait que c'était quelque chose qui me protégeait. Les vœux, ils étaient en train de me protéger. Ils m'avaient protégée avant, donc pendant ces 20 dernières années, et même maintenant, pendant cette dépression, ça me protège. Et du coup, j'avais énormément de gratitude envers cela. And then in a few times, in my worst times, I came to points where I started to recognize, this is where someone could take their own life. Yeah, this is why this could be a point where someone would consider taking their own life. Of course, in my own case, the understanding of having some belief in reincarnation and then some understanding of karma will definitely help me to, of course, not even entertain that thought, you know. Et aussi, donc, il y a, que ce soit les vœux monastiques et aussi les vœux laïques, donc peu importe, ils ont cette capacité de protection. Et aussi, donc, j'ai vu au fil du temps, lors de la dépression, je suis aussi arrivée à un moment donné où j'ai compris, j'ai vu, c'est donc là, à ce moment-là, ce serait une possibilité pour que quelqu'un prenne sa propre vie. Je voyais en fait comment ça pouvait devenir une possibilité, quelque chose qui pourrait être pensé à ce moment-là même. En fait, j'avais, heureusement, grâce au Dharma, j'avais une certaine une compréhension, une croyance dans les vies passées, et je voyais que c'était quelque chose qui n'était pas à faire, mais je pouvais voir que ça pouvait être, quelqu'un pourrait envisager cela, même si ce n'était pas une idée que j'ai maintenue ou gardée à l'esprit, quoi. So just maybe to sum up now that because my later part, which I'm still going through in my life, was very much since the last 3.5 years, nearly 4 years now, the depression has been lingering on. I would say that the more I discover about my own depression, and depression is just one word, but it can be experienced, the symptoms and all of that, there's some similarities, but it's all individually can experience differently. So what I felt in my own investigation is, although it's just one word, it is caused by many different conditions in this life, from childhood and many things, but most importantly with understanding of karma, also from past lives. So because there's many conditions, I cannot hope to find just one cure, one remedy. For me to try to deal with and help with my condition, I had to find many also conditions to try to support myself. So I took herbal medicine, Chinese herbal medicine, Tibetan medicine, herbal medicine, therapy, and then the Dharma, and friends, and talking about it, sharing about it. The more I share, the more support I get. And so all of these conditions has helped me so far to continue. Yeah. So fortunately, I'm still around to tell this tale, so it's not a tragedy. It started off like nice, happy life, child, hold everything fun, but then gone through difficulties, but it's okay. We're still going on. Donc ça fait peut-être 3 ans et demi, 4 ans que je suis toujours en train de faire face enfin la dépression perdure quand même. Et en fait, la dépression, c'est juste un mot. Et il y a beaucoup de symptômes et beaucoup de conditions en fait qui font que la dépression est là. Et ces conditions sont tellement multiples, donc on pourrait dire que certaines viennent de notre enfance, mais du point de vue bouddhiste, on parle aussi donc du point de vue karmique qui amène cette condition à être présente. Et vu qu'il y a tellement de conditions qui soutiennent ou qui sont là pour que la dépression se manifeste, il n'y a pas juste une seule solution, il n'y a pas juste un seul remède. Et ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je dois réunir pour que je puisse soutenir, en fait, pour que je puisse en fait, développer un réseau de soutien pour que je puisse faire face à cette dépression. Donc j'utilise beaucoup de de médecine donc tibétaine, chinoise, etc. Aussi en parler, ça m'aide beaucoup. Et puis la thérapie. Donc c'est mon histoire. Les amis. Et donc l'histoire que j'ai commencé à vous raconter, elle était jolie, intéressante. Et puis c'est pas une tragédie, ce que je vous raconte, mais c'est différentes difficultés auxquelles j'ai fait face et je fais face dans ma vie. When I started hearing some from
some Asians in general, but more like Tibetans. Some were saying like, "Oh, this depression thing is a Western disease. We Tibetans don't have this depression, It's a Western disease." And I started to think like, yeah, this is maybe my curse of being a Westerner, having Western genes. But when I was in Nepal, I had very, very fortunate to have one of the really best Tibetan doctors in that area in Bodha. And he was like, really gave me, although he was so busy, because the more better they are, the more popular they are, the more people they are. So sometimes you had to wait 1 hour to just get a consultation. But once you saw him, he gave you all the time. And I asked him one day, I said, there's this belief that depression is considered as a Western disease. And maybe some Tibetans don't know about this, don't have this. He said, no, this is completely myth. Of course, it's not true. In Tibetan, we call it lung. It's a wind unbalanced disease. And he said, just as with lung, there's many different degrees, many different symptoms, same with depression. We treat it the same way. It is the same disease. It's just different term. So then I thought, okay, so it's... Then I started, of course, in my interpreting service in Australia, I noticed that many Tibetans also have lung or depression, whatever we call it. Et j'avais, quand j'étais au Népal, en fait, ou même dans la communauté tibétaine, beaucoup de Tibétains disaient « Oh, la dépression, ça, c'est une maladie occidentale. » Et je me suis dit « Bon, peut-être que c'est une malédiction, j'ai des gènes occidentaux, donc j'ai cette maladie, la dépression, qui est tombée sur moi. » Et un jour... Quand j'étais au Népal, j'avais un très bon médecin qui se trouvait à Bodha. Donc, bien sûr, le meilleur médecin, il y a le plus de personnes qui vont le voir. Du coup, ça prend beaucoup de temps pour avoir une consultation. On peut attendre jusqu'à 1 heure. Mais dès que je voyais ce médecin, qui était vraiment un très bon médecin, extraordinaire, il me donnait tout le temps du monde. Et donc, il m'a soignée. Et un jour, je lui ai demandé, donc, est-ce que c'est vrai que la dépression, c'est juste une maladie qui touche seulement les Occidentaux? Il m'a dit, ah non, c'est pas du tout le cas. C'est juste que dans la communauté tibétaine ou en tibétain, ça s'appelle ce qu'on appelle le lung. Et il y a différents degrés de lung, mais que lung ou dépression, c'est la même chose. Et quand j'étais en Australie, je me suis aussi rendu compte dans la communauté tibétaine qui habitait autour qu'il y avait des Tibétains qui avaient du lung. Donc vous l'appelez du lung ou dépression, c'est la même chose. The Dalai Lama was once asked, I remember in Australia in his teaching tour, can meditation help to cure depression? And the Dalai Lama, he gave an honest answer. He said, I'm still finding out more about what depression and how it's really caused. Apparently, they're still doing investigation in the Western scientific way. So I don't understand it fully, but my understanding is that it can be caused either because of a chemical imbalance in the brain, or it can also be caused from immediate tragedy in life. So he said, if it's a chemical imbalance in the brain, then meditation cannot give an immediate help like that. It might not help right away, not easily. But if it's depression is caused due to some tragedy in life, like sudden death of a close partner or what we call a parent, or some business loss or something like that, immediate tragedy in life, he says, for that, meditation can definitely help, to more readily, more quickly can help. So he says, it seems different, types of depression, then different situations, how meditation would help or not help much. Une fois, quand sa sainteté le Dalai Lama était en Australie, on lui avait posé cette question donc, sur la dépression et si la méditation pouvait être utile pour soigner la dépression. Et sa sainteté a dit qu'il n'est pas tout à fait sûr encore de ce qu'est la dépression. Il y a toujours des études scientifiques en Occident qui sont menées. Donc il n'est pas tout à fait clair en fait à 100% de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique. Mais... il a dit donc il y a un type de dépression qui est lié plutôt à un déséquilibre au niveau chimique en fait dans le cerveau et du coup à ce moment-là la méditation ne serait pas peut-être directement ou de façon bénéfique de façon immédiate. Par contre, des dépressions qui sont plutôt liées à des tragédies ou des situations très difficiles dans notre vie comme des accidents ou une perte soudaine, etc. Dans ce contexte-là, alors la méditation serait probablement plus utile. Donc différents types de méditation, différents types de dépression, il y aurait différents types de remèdes. So I really didn't think that I would take so much time and give you some time for asking questions, but I didn't take into account
the time that it takes also for translating. I just thought I'm just giving a talk to share a bit about myself and then questions. Of course, it takes much more time with the translation. So, of course, we have taken much more time. So I also am sorry that I maybe spent a little bit more time on this depression and all of that, but I feel it could relate to some of you, people you know. So it's good to, I think, depression is still a little bit of stigmatized thing to talk about and it's a little bit taboo. So I think the more we know about it, the more we can share, the more we can help each other. And ultimately, I think, we cannot expect one thing to solve all the problem, but using all the different methods, I think, can definitely help us to become healthier. So I want to end my story here, and maybe I just have to come back for another question-answer session. I don't feel in a big rush myself, but I know that it's been a long evening and you have had a long day, so we could just end after this, or if you want, I'm happy to answer one or two questions too. So we just leave it to. Donc je pensais pas m'étaler autant en fait sur le sujet de la dépression en vous racontant un petit peu mon histoire, et puis aussi j'avais pas pris en considération qu'il y aurait de la traduction, du coup ça prend beaucoup de temps, du coup le temps s'est écoulé très rapidement et j'ai pas laissé en fait de temps aux questions-réponses. Mais en fait, je sentais vraiment que c'était important pour moi de partager mon histoire en fait sur la dépression, parce qu'il y a beaucoup de comment dire, c'est toujours un sujet un peu tabou. Il y a de nombreuses connotations autour du terme, et je pense que vraiment de pouvoir partager peut-être mon histoire, ça peut aider les autres. Et si on commence à partager, on peut commencer à s'aider les uns les autres à résoudre les différentes difficultés auxquelles on fait face. Et je pense pas qu'il y a une solution miracle. Il faut qu'on réunisse différentes méthodes, mettre différentes choses en place pour qu'on puisse surmonter ces difficultés-là. Donc, moi, je ne suis pas pressée, mais vous avez peut-être eu une longue journée et vous voulez rentrer, donc c'est OK. Donc, soit on peut s'arrêter là, si vous voulez, je peux prendre quelques questions, ou alors on pourra faire questions-réponses une autre fois, comme vous voulez. Also, maybe one thing I would like to share before I forget, if it's okay. I was thinking about that. I opened our talk with saying how precious we have such special teachers, we have a precious human life, and for every reason we should be very grateful and happy. But often you also do hear comments about, I've lived in a center for a while, and I came with an expectation that everyone's quite holy and good, but why is there so much conflict? Why is there so many different problems also in the centers and like that? And this often comes up. And then they talk about maybe only in Buddhist centers in the West this have this problem, as if like we don't have problems in the monastery. Of course, in the monasteries too. Every monastery, there's always, human society has problems. But I feel that a very good attitude to develop so that one doesn't get too much negative mind is to see a place like this, like a center right here in Rajayugini, where we're living with others, share the same ideals in life, but yet sometimes have differences and conflicts. It's like being in a mine to find a most precious stone, like everyone would appreciate a precious jewel that is. But where is that found? In a mine where there's dirty, where a lot of work, and you're suffocated and difficulty. But at the end of the day, what you find, the reward you get is this precious stone. This is a physical thing, right? If you find a jewel, what you call a diamond, people will be so excited, so happy. But here, the mind, the analogy of that is the mind is like working with others of differences in attitudes, different ways of thinking, and so forth. But everyone is searching for this precious jewel, and that is within ourselves. And in Buddhism, we call it Buddha nature. And I think if we can all then start to discover that Buddha nature within ourselves, that is finding the hard work we do together and living together, sometimes arguing, having differences, all of that, is only getting us closer and closer to that precious jewel within ourselves, which is Buddha nature. And I think that, I just wanted to share that. I don't know. Et juste une dernière chose que j'aimerais partager avec vous.
Donc nous sommes ici dans ce centre à l'Institut et bien sûr on vit ensemble en communauté. Il est possible qu'il y ait différents conflits. Donc bien sûr c'est ce qui arrive en fait quand on vit en communauté. Donc c'est aussi quelque chose qui arrive dans les monastères. Et nous sommes en fait nous avons ces différents conflits qui peuvent émerger ou difficultés, mais en fait nous sommes ici ensemble et nous partageons un idéal commun. Mais autour de ça, il y a différentes difficultés et des conflits qui peuvent émerger à cela. Et ce que j'aime bien penser à cette analogie de si on était dans une mine, et quand on est dans une mine, on recherche des pierres précieuses et on creuse dans un espace très noir, très sombre, suffocant, et on a la recherche de ces joyaux. Et si on arrive en fait à trouver un diamant, tout le monde est vraiment très, très content, très enthousiasmé d'avoir trouvé cette pierre précieuse. Et pour nous, en fait, ce centre peut être avec tous ces conflits, donc ce serait notre état d'esprit. Il faut qu'on travaille notre esprit en relation aux autres, et on est mis en situation où on est en conflit, on a des difficultés avec les autres, mais finalement, c'est toujours pour nous ramener, pour être un peu plus proche, pour se rapprocher de notre nature de Bouddha. Et c'est quelque chose qu'on a chacun à l'intérieur de nous, cette nature de Bouddha. Et chaque fois qu'on est en train si on rentre en conflit ou on se dispute ou quoi que ce soit, finalement, chaque fois, on a toujours cet idéal commun, on se rapproche de plus en plus de cette nature de Bouddha. Donc c'était juste une dernière chose que j'avais envie de partager avec vous. Okay, well, that's all from me. Thank you. C'est terminé. So, did you mention about The question? Yeah, should we end now or? I don't know. Quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Il est allumé, c'est bon? Je ne sais pas si en tant que moine bouddhiste tibétain, vous pouvez pratiquer du sport ou pas. Et comme je suis professeur de Hatha Yoga, je connais les bienfaits du Hatha Yoga et je pense aussi pour la dépression, ou plutôt contre la dépression. Donc je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté aussi des activités physiques, le yoga par exemple. So she's asking whether you do any exercise or you do any sports. She's a teacher of Hatha Yoga. Oh, yeah. And she says it's very helpful in relation to depression, or if you've ever tried that or exercised in that manner. I did go to what is called the Naturopathic Institute of Yogic, the Institute of Naturopathy and Yogic Science in India when I was living in Bangalore, in Masera. I went to Bangalore, and there it was a treatment of naturopathy as well as yoga postures. So I learned some yoga there, Hatha Yoga specifically, and I was very inspired, and I kept it up for a while. And for quite a while I was doing yoga in the morning, a few postures, the Surya Namaskar and some of those normal postures. But then, as I started to get more commitments of practices I had to do, it was hard to find time to do both. And then my only compensation was, while I have certain commitments I have to do in the morning prayers, I always start now with prostrations to 35 Buddhas. And that I do about 80, I think it comes up to 80, 85 prostrations every morning. So that, for me, it compensates with doing some physical exercise. And I find that has been really helpful. And that's one practice I find that I feel I've done something when I've done my prostrations. But other meditation, all of that, I just go all over everywhere, But at least with the prostration, I start with a good motivation, and then I don't know what happens afterwards, but at least I am doing something physical. So that definitely helps. So it's not actual yoga, but it moves, circulates my energies, my body, and you're doing a full prostration. I find has been helpful, that too, yeah. Besides walking and going out and doing other things as well. Donc oui, quand j'étais en Inde, donc j'étais à Sera, je suis allée à Bangalore, j'étais dans un centre de naturopathie et Yogic, yoga and yoga science. Et de sciences du yoga. Quand j'étais là-bas, je suivais un traitement dans la naturopathie et aussi j'ai appris différentes postures du yoga et aussi donc spécifiquement du Hatha Yoga qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai
maintenu pendant pas mal de temps. Et puis ensuite, au fil du temps, vu que j'avais de plus en plus d'engagement vis-à-vis de mes pratiques dharma, du coup, ça avait été difficile pour moi de trouver du temps le matin pour faire ce yoga. Alors, ce que j'ai fait, en fait, j'ai réussi à combiner en faisant des prosternations aux 35 Bouddhas. Donc, tous les matins, j'en fais pendant à peu près 80-85. Donc, il y a cet exercice physique, donc c'est prosternation complète. Et c'est vraiment quelque chose que je sens qui est bénéfique pour moi. Et que mais les autres pratiques, quand je m'assois, je vais ici et là, je m'éparpille un petit peu. Mais avant, quand je fais les prosternations, je génère une bonne motivation. Je fais mes prosternations et j'ai vraiment la sensation que c'est bénéfique pour mon esprit et que l'énergie circule dans mon corps. Donc c'est ce que je fais maintenant. C'est pas tout à fait du yoga, mais ça se rapproche un petit peu. Et puis après, à côté de ça, je vais dehors, je vais me promener, etc., etc. If anyone has, I don't know, some of you might have seen Geshe-la's room. If you're helping to clean up sometime, you would have seen a board, a Russian board there. Every morning, Geshe-la does. I think he said, I forgot how much he said, but he does much more number than I do actually. So I mean, and then you see that even His Holiness Dalai Lama, some videos you would see of him doing prostration. So it's not a beginner's level practice. It's, I think, a very high level practice that when even the great lamas are doing it, you know, but it's something you can do physically at least. And then it's inspiring, helps you to inspire, you know. Et aussi, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller de voir la chambre à Geshe-la, mais Geshe-la, dans sa chambre, il a une grosse planche, donc c'est là où il fait les prosternations, donc il en fait beaucoup plus de moi, je ne me souviens pas du nombre, mais c'est beaucoup plus, et puis même sa sainteté a fait ces pratiques de prosternation, donc ce n'est pas une pratique de débutant, il y a vraiment quelque chose qui se passe pendant cette pratique de prosternation. Thank you for the question. Merci pour la question. Yeah, there was another question. You described all difficulties with your mom abandoning you, and with your father who was far away, and so on. And it seems that in terms of love and family environment, everything was very difficult. So have you thought yourself of having a family, or have you thought of were you attracted to have like a partner? Myself, or, yes. And do you think that this background that you have, where everything was so difficult, is something that blocked you in your life, or something like this? You want to translate that in French first? Yeah, good idea. Donc, est-ce que l'expérience, donc l'abandon de votre mère, et puis de ne pas avoir vraiment rencontré votre père, et de jamais vraiment fait l'expérience de cet amour en fait familial et de toutes les difficultés, est-ce que ça vous a amené à vouloir, à désirer, à avoir votre propre famille, à avoir votre propre compagnon, ou est-ce que ces difficultés, ça a en fait créé comme un blocage pour vous? Yeah, of course, that was part of my identity crisis, the first level of identity crisis. On a second level, being attracted to the material world. Yeah, so I felt like maybe I can find happiness, maybe in a, if I have a relationship and I have a family. Yes, that naturally comes to the mind, of course. But then the more I started to discover my own mind, discover how I function, and in a very simple way, when people used to ask me, do you think you'd ever be a monk all your life, or do you ever think of having a relationship? I had, my honest, truthful answer would be that I already feel sorry for my partner, even with the prospect that I have a relationship. Donc ça, c'était relié en fait à mon deuxième niveau de crise dont j'ai fait l'expérience, donc qui était lié plutôt donc au monde matériel, et donc de vouloir peut-être aller à la quête de ce monde matériel, et peut-être si j'avais une relation, si j'avais une compagne, ça me rendrait heureux, etc. Donc j'ai entretenu tous ces différents types de pensées. Et quand on m'a posé cette question, ce type de question-là, généralement, ce que je dis, honnêtement, ce que je ressens, c'est que je me sens vraiment désolée à l'avance pour ma compagne. Ça me donne de la peine. And this reminded me that Lama Yeshe once had made a comment for someone who had the potential to be a monk and remain a monk. He said, "You have one crazy mind,
It's hard enough to deal with, then you have two crisis minds together. So it's a recipe of disaster. You know? But I've always felt that as long as I'm in doubt, which means I'm not sure, it's better to stay on the safer side. That's what's kept me, and then of course mainly the inspiration of my teachers. But yeah, the thought and the still, and it will be, I'm sure, for a while, the thought and imagination that maybe there'll be some more happiness if I had family life and all of that. And I can see some happy families and everything's fine, but maybe when I'm really ready. So I don't, that I can prevent too much suffering on a partner. Then maybe it's good choice, a good time. But now it's still not a good time. Et aussi, une fois, donc il y avait une autre personne qui était, qui pourrait être aspirant moine ou qui voulait peut-être, qui aurait pu devenir moine. Et puis il parlait avec Lama Yeshe et Lama Yeshe lui dit, toi, on a un esprit qui est fou et toi tu veux te mettre en relation avec un autre, ça fait deux esprits fous, ça va pas la tête, c'est quel désastre. Et en fait, ce que je me suis toujours dit, c'est que tant que j'ai un doute vis-à-vis de ce que je devrais faire, je préfère rester du côté un peu plus sécurisé et d'en rester là jusqu'à ce que ça s'éclaircisse pour moi. Et bien sûr, de se remémorer la bonté et tous mes maîtres qui m'inspirent au fil de ma vie. Et bien sûr, je regarde autour de moi et je vois des familles heureuses, qui sont bien, mais en fait, c'est peut-être pour moi arriver à un moment donné où je me sens réellement prêt et où je causerai pas de la souffrance ou de la peine à ma compagne ou à mon compagnon. So many also feel like, being a monk or a nun is escaping from responsibility of family life, taking responsibility of society and family life. But the lifestyle in the monastery is where, when they put in young monks, who are the ones who have to take care of them? Older monks. And that's how, like when I reached a certain stage in my class, without even my choice, they say, you have to now take care of new ones who are coming in. You have to take care of their financial and everything to help them settle down. And then when they start to reach a certain class, they have students. So I started being requested, not only by my students, but those who were under them too. So it's like I was telling people, it's like first when you have students, like taking care of your own children. When they have students, it's like taking care of your grandchildren. Et pas mal de personnes pensent qu'être un moine ou une nonne, c'est en fait une échappatoire à la vie familiale, à la société, etc. Mais en fait, dans le monastère, le fonctionnement est très similaire parce que quand on est jeune, on a un moine plus âgé qui s'occupe de nous et quand nous, le jeune moine devient plus âgé, lui, il prend sous son aile un autre moine qui est plus jeune et ainsi de suite du coup. Et ça veut dire s'occuper des finances, etc. Donc, quand je suis arrivée à un certain âge, on m'a dit, bon, maintenant, c'est temps que tu t'occupes des plus petits. Et j'ai commencé à m'occuper des plus petits. Et ensuite, ils ont grandi. Et ensuite, je m'occupais des petits. Donc, c'est un peu comme dans une famille, on s'occupe de nos enfants, puis ensuite de nos petits-enfants, etc. Donc, c'est un peu le même système. Hein. So, Geshe-la, for example, has him and some other older monks in his household have now many young students. And Geshe-la says that besides, being able to help and support them a little bit financially, somewhat, very regularly he make video calls with them and gives them advice and keeps contact with them regularly. So that's how Geshe-la, for example, while he's helping students here, he still continue to help the students, and he, that was like his children back in the monastery as well. So I think in terms of connection and feeling of family, it's a different kind of family. It's a spiritual family, but it's a family. It's like a family. That same connection, same feeling can be developed. Et aussi, donc, Geshe Loden, il a, donc, à Serra, il s'occupe aussi avec d'autres geshe de nombreux petits-enfants. Et bien sûr, il essaie de les aider de façon du côté financier, mais aussi de temps en temps, il appelle les étudiants pour leur donner des conseils, pour les soutenir, etc. Donc, même en tant que moine, on a quand même cette famille, en fait. C'est pas tout à fait la même famille, c'est une famille spirituelle, mais on peut quand même développer des liens qui sont très semblables à cela. Yeah. I don't know if that gave a direct answer to your question or not, but just shared some of my thoughts about that.
Je ne sais pas si j'ai répondu directement à votre question, mais en tout cas, j'ai partagé mes pensées vis-à-vis de cela. So maybe we have to call it an evening. I don't want to tire you too much as well. And I have to travel all the way back to Nalanda. Donc je vais m'arrêter là, j'ai pas trop envie de vous fatiguer. Moi, il faut que je retourne dans la contrée très lointaine de Nalanda. Je vais te parler en français. Tu le dis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vénérable Saint-Lichier. Merci beaucoup pour cette soirée de partage. Et comme vous l'avez déjà dit, je pense que vous reviendrez bientôt. Donc, aussi parce qu'il y a ce lien qui est spécial avec Sheila. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Donc, merci beaucoup pour cette soirée. Thank you. To see you again very soon. Oh, that's not necessary, but okay. This is on behalf of everyone. I offer to Lama Zopa and His Holiness Dalai Lama. Donc de la part de tout le monde, j'offre cette kata à Sa Sainteté le Dalai Lama. Thank you. So I think that's it. Huh? Good night. Thank you very much, everyone. Huh? Merci beaucoup.